Bonjour à tous, je m'appelle Nathan Degrève, je suis actuellement doctorant en éthique clinique à l'UC Louvain. J'ai fait l'entièreté de mon parcours ici, sur le campus de Louvain-la-Neuve. J'ai commencé par un bachelier en philosophie, suivi d'un master en philosophie à finalité approfondie. Ensuite, j'ai fait un master en éthique à finalité politique publique et enfin un master en didactique pour enseigner la philosophie. J'ai donc tellement aimé les études que j'ai voulu poursuivre le plus longtemps possible. Mon mémoire en éthique a été récompensé par le prix DOP 2023-2024 et il s'intitule « Éthique de la perte de mémoire vers une approche maximaliste de la maladie d'Alzheimer ». À partir d'une expérience de terrain. Comme beaucoup, j'ai eu une proche, ma grand-mère en l'occurrence, qui a été diagnostiquée de troubles démentiels. Elle a donc intégré une maison de repos et de soins durant 4 ans. J'ai passé beaucoup de temps là-bas en sa compagnie, en la compagnie d'autres résidents, à m'interroger sur la maladie, son statut, le type de soins prodigués. Ça a été une expérience philosophique sans précédent pour moi. Et par la suite, l'envie d'engager un travail en éthique, elle est née d'une intuition, née sur place, à savoir que la maladie d'Alzheimer n'équivaut pas à une pure et simple dissolution du soi, mais qui continue de s'attester, à condition bien sûr qu'on n'étouffe pas cette expression dès le départ. Donc il s'agit surtout de prendre à revers la définition dominante de la maladie. C'est-à-dire plutôt que d'insister sur les pertes, les déficits ou les manques observés, soit tout ce qui contribue en définitive à minimiser le statut de personne, j'ai tenté de réfléchir à une appréhension qui insisterait davantage sur les capacités et les forces persistantes des malades, y compris dans les stades les plus avancés de la maladie. Le terme maximaliste désigne donc la volonté de sauvegarder la personne, ses conditions de vie et ses forces le plus longtemps possible, sans pour autant souscrire à une vision héroïque de la maladie. Alors je me suis attaché à réfléchir à la démence sous un angle environnemental. Je cherchais à définir quel type d'environnement, aussi bien social que matériel ou soignant, suscite une décapacitation chez les malades. Symétriquement, je cherchais à définir quel environnement pourrait capaciter au mieux les malades. Donc les enjeux éthiques que j'ai soulevés ont aussi bien trait à des questions d'autonomie, de bienveillance, de non-malfaisance qu'à des questions sociétales plus larges relatives à la façon dont on considère l'incapacité et à la façon dont on y répond. Alors, la pathologie interne ou neurodégénérescence concerne tous les troubles de la maladie d'Alzheimer auxquels nous sommes familiers. Donc les pertes de mémoire, les difficultés à communiquer, à s'orienter dans le temps et l'espace ou à effectuer des tâches simples. Par contraste, la pathologisation externe, elle désigne la façon dont l'environnement peut redoubler la maladie. Notamment dans le diagnostic qui est posé, qui participe donc à étiqueter les malades comme s'ils étaient et ne pouvaient qu'être des êtres déficients. Ce faisant, la magnitude de leur relation aux autres et à l'environnement risque d'être appauvrie. Il y a donc tout un ensemble d'attitudes et de gestes qui participent de cette logique. Je pense par exemple au fait de parler des malades en leur présence comme s'ils n'étaient pas là, ou bien d'expliquer leur comportement par la pathologie. Le fait de différencier entre pathologie interne et pathologisation externe permet de montrer que nous avons un levier d'action possible et donc de dégager une forme optimiste de vision sur la maladie, qui est donc ce second processus, la pathologisation externe. Le paradigme déficitaire désigne la compréhension de la maladie sous l'angle exclusif du déficit. Ce paradigme pose 3 problèmes à mon avis. Le premier problème, c'est qu'il tend à insister davantage sur les pertes, les manques et les déficits que sur ce qui demeure dans les stades de la maladie. Le second problème a trait à la façon dont il conceptualise la maladie, soit comme processus d'impersonnalisation, soit comme perte du soi et dans les cas les plus extrêmes comme mort dans la vie. Ce faisant, il risque de générer un environnement psychosocial nuisible pour les malades. Et enfin, le troisième problème est l'approche de soins qu'il préconise, en l'occurrence médicamenteuse. Or, cette approche est fortement contestée dans la littérature scientifique. Alors, à l'opposé du paradigme déficitaire, le paradigme alternatif ou maximaliste consiste à positionner les malades d'emblée comme des êtres qui peuvent. Toutefois, il considère qu'à mesure que la maladie progresse, la capacitation des malades passe de moins en moins par eux-mêmes et de plus en plus par autrui. Ce faisant, il confère un rôle beaucoup plus étendu aux proches, aux soignants et aux aidants. Donc cette approche maximaliste ou alternative, la thèse centrale qui est défendue, c'est que la maladie d'Alzheimer est moins un processus de dissolution du soi qu'une distribution collective aux autres dont nous devons être responsables.
Alors il est vrai que rapprocher éthique narrative et maladie d'Alzheimer peut sembler curieux, voire même paradoxal. On peut se demander pourquoi compter autant sur la narration alors même que les capacités expressives des malades sont menacées. Dans le même temps, je crois que l'éthique narrative est requise parce que c'est un point d'accès à la subjectivité déjà menacée des malades. De sorte que la question, à mon avis, devrait plutôt être comment l'éthique narrative peut-elle s'accommoder d'une perte de capacité expressive? Mon mémoire ouvre à deux possibilités. La première concerne l'idée d'un tiers narrant, à savoir quelqu'un à qui je décide de confier ma narration dans l'optique où je ne serai plus en mesure de l'assurer moi-même. On voit immédiatement qu'une telle approche ouvre à plusieurs difficultés. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de réfléchir à trois critères éthiques, la pluralité, la processualité et l'autonomie, pour cadrer au maximum ce pouvoir délégué à autrui. La seconde possibilité qui était proposée, c'est de compter sur l'environnement comme médiateur à la narration. De sorte que la question devient, est-ce que l'environnement ne peut pas servir à me raconter par l'intermédiaire d'objets, de technologies ou de dispositifs divers? Alors, les auteurs maximalistes que j'ai étudiés proposent une série d'options. Par exemple, le fait de recourir plus volontiers aux pratiques de communication extralinguistiques, c'est-à-dire les mimes, les gestes ou les périphrases. Ou encore le fait de continuer à donner des tâches responsabilisantes aux malades, à condition qu'ils le veuillent bien sûr, comme par exemple le fait de les faire intervenir dans la préparation des repas. Ou encore une narration des autres vers les malades qui mettrait en valeur les attributs valorisés dans le passé par la personne. Ça, c'est sur l'optique du plan de soins relationnels. Sur le plan du soin spatial, une idée qui a été proposée notamment par Richard Hersmink est le concept d'autotopobiographie, c'est-à-dire mobiliser l'environnement pour qu'il puisse me raconter, à l'instar des objets qu'on emporte avec soi lors des déménagements et qui finissent par nous raconter à notre place. Alors l'écologie de la mémoire ouvre une interrogation quant à la façon de durabiliser nos souvenirs ou notre mémoire. On assiste aujourd'hui à une révolution avec l'archivage numérique de soi. L'idée, c'est de réfléchir quels autres types de prothèses mnésiques on pourrait mobiliser justement pour conserver au maximum nos souvenirs ou en tout cas pour pouvoir nous raconter par l'espace. Je pense par exemple aux biographies multimédia, aux boîtes à histoire qui seraient positionnées devant la chambre des patients ou à tout autre dispositif de ce type. Et l'hypothèse qui est contenue dans cette idée d'une écologie de la mémoire, c'est qu'à condition d'en développer une suffisamment robuste, on pourrait pallier les manques engendrés par la maladie d'Alzheimer. J'adresse toute ma gratitude à l'Institut supérieur de philosophie pour ce prix. Je suis particulièrement touché pour deux raisons. D'abord pour ma grand-mère et pour cette expérience en maison de repos et de soins. Et ensuite parce que j'ai fait l'ensemble de mes études à proximité de l'ISP. C'est donc une institution pour laquelle j'ai la plus grande admiration. Je suis vraiment particulièrement honoré donc de cette récompense qui m'a été accordée.